Faut-il revoir les rythmes scolaires de nos élèves? Depuis le début, des familles qui ont des enfants dans des écoles flamandes et francophones alertent et dénoncent. La ministre Glatini évoque une semaine de vacances communes entre janvier et juin. Alors est-ce possible? Avec quel impact? Et globalement, quel bilan pour le système des 7 semaines de cours suivies de 2 semaines de congés? Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille Soline Peignem, bonjour, vous êtes élève en 6e secondaire, une des porte-paroles du CEF, le comité des élèves francophones, une parole jeune autour de cette table. Vous intervenez évidemment quand vous le voulez, tout comme Patrick Lénars, bonjour, vous êtes le directeur pour le secondaire du CEGEC, l'enseignement catholique. Vous avez été enseignant, directeur d'école et vous aussi vous interviendrez plusieurs fois, de même que Véronique Dethier, bonjour. Vous êtes la porte-parole de la FAPEO, les parents de l'enseignement officiel, et puis un pouvoir organisateur parmi d'autres, Anh Nguyen, bonjour, vous êtes les chemins de l'enseignement à Watermal-Boisfort, vous êtes membre du MR. Soline Peignem, vous avez connu, vous, sur vos 6 années de secondaire et même avant en primaire, les deux systèmes. Vous avez senti un changement? Il y en a un qui vous convenait mieux entre une semaine de vacances à Toussaint Carnaval ou 2 et puis des grandes vacances un peu plus courtes? Alors oui, j'ai vécu le changement et honnêtement, ça a été très difficile parce qu'on est vraiment passé de une semaine par exemple à Carnaval où c'était juste une petite pause parfaite à 2 semaines où alors on se retrouve à s'ennuyer parce que même si l'école a décidé de changer de système, le monde n'a pas changé autour de nous, donc ce n'est pas du tout adapté, ou même encore les vacances de Pâques qui sont en décalé et donc qui viennent casser le rythme juste avant nos examens. Et ça, c'est un sentiment personnel ou c'est ce que vous dites au niveau du CEF qui, je le rappelle, est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, alors là c'est plus au niveau personnel parce que le CEF a créé un rapport mais qui n'a jamais été publié. Donc on a fait plus une prise de température parce que quand on a commencé à recueillir des informations au niveau des élèves, on s'est rendu compte que plein d'autres problématiques devaient être soulevées et donc on n'a jamais pu publier de rapport officiel, mais je sais que beaucoup d'élèves partagent ce sentiment. Alors voilà, une parole, Patrick Lénars, j'ai dit, vous êtes le directeur pour l'enseignement secondaire au CEGEC, vous avez été enseignant, vous estimez, vous, que cette réforme, elle a été bien mise en œuvre dans vos écoles, et est-ce que vous sentiez, comme professeur quand vous étiez en classe, ce que nous dit la jeune dame là, ou vous avez ressenti quoi, vous, finalement, du terrain, si je puis dire? Donc, dans mon souvenir d'enseignant, ce dont je me souviens, c'est de périodes parfois très très longues, surtout après les vacances de Noël, où c'était à la fois difficile pour les enseignants et pour les élèves. Donc ça, c'est un souvenir. Donc le système qui existait, il convenait puisque c'était celui-là. Maintenant, il y a un nouveau système d'abord qui s'est imposé à nous. Il y a une loi, il y a un décret qui a été pris il y a 3 ans. Il faut quand même rappeler que ce décret a été pris en juin pour une application en août. Ce qui fait que les équipes pédagogiques ont dû énormément travailler pour adapter les choses. Et donc revenir en arrière maintenant, alors qu'on est quelque part dans la 3e année, je pense que c'est ce qui pose des difficultés. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas juste, on n'a pas juste changé la durée des congés et déplacé les congés. C'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était de mieux correspondre au rythme des élèves et donc d'articuler les apprentissages, les évaluations au rythme des élèves. Et donc, dans beaucoup d'écoles, ce qui a été fait, c'est un travail pour changer le calendrier des apprentissages et des évaluations. Et ça, c'est un énorme travail. Et donc, dans les écoles où on n'aurait pas fait ce travail, effectivement, ces 2 semaines tombent probablement comme un cheveu dans la soupe. Maintenant, je suis très sensible, par contre, à une vraie question. C'est pour une série d'élèves, ces périodes de 2 semaines, il y a un manque pour eux. Parce que si effectivement ces 2 semaines sont 2 semaines où ils n'ont pas l'occasion de faire d'autres choses, ça je pense que c'est une vraie question, mais c'est une question qui dépasse pour moi l'école. Alors, on reviendra à la question de la gestion des vacances, mais Véronique Dethier, du côté des parents, en tout cas de l'enseignement officiel, on comprend qu'à un moment donné, on va revenir après sur ceux qui sont dans l'enseignement néerlandophone, mais la parole de cette jeune dame qui nous dit « mais moi ça m'allait bien, une semaine, c'était une petite semaine, ça passait vite », vous comprenez ce qu'elle vous dit? Vous partagez son avis? C'est quelque chose qui vous remonte? Non, je ne partage pas, parce que je pense que, d'abord, cette réforme est fondée sur quelque chose. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Il y a des rapports de la Fondation Roi-Baudouin, et c'est une réforme qui vise le bien-être des élèves. On sait que les rythmes d'apprentissage, c'est ces 2
Néanmoins, je comprends. Mais ce que Patrick vient de dire est très intéressant, c'est que dans des écoles, on s'est rapidement mis au travail pour revoir aussi le rythme des évaluations et de coller au calendrier scolaire. Donc, ce qui veut dire que on a des séquences d'apprentissage et puis des périodes d'évaluation. Et pour les élèves et même pour les parents, moi je vais vous dire, à un moment, on est aussi fatigué du rythme de l'école qui s'invite à la maison. Et donc ces pauses font du bien. Donc en tout cas, nous, les retours qu'on a sont très très positifs. Et pour rien au monde, les parents ne voudraient revenir en arrière, excepté les cas particuliers. Alors vous allez encore avoir la parole, y compris Anh Nguyen qui ne l'a pas encore eu, mais on va recadrer tout de suite. La ministre Glatini a précisé, elle ne veut pas revenir complètement à l'ancien système. Ce qu'elle nous disait, et je vais la citer, vous allez avoir apparaître à l'écran, c'est en tout cas ce que son cabinet nous a communiqué, la réforme existante est maintenue. On analyse juste l'implication qu'aura une semaine commune de vacances scolaires entre janvier et juin. On parle bien d'une semaine commune entre enseignement néerlandophone et francophone. Et elle précise, aucune décision n'est prise à ce stade. Alors, Anh Nguyen, vous êtes responsable d'un pouvoir organisateur à Watermal-Boisfort. Ça ressemblerait à quoi, cette semaine commune? C'est praticable ou bien ça demanderait finalement de réorganiser, revoir des apprentissages, etc. Qu'est-ce qui serait faisable dans une commune comme Watermal-Boisfort et puis dans les 18 autres à Bruxelles? Alors, quand on a eu cette réforme des rythmes scolaires, ça a demandé effectivement un gros travail sur le terrain pour revoir tous les grilles horaires, mais également les règlements de travail pour les employés, les auxiliaires, la réorganisation de l'accueil extrascolaire, comme tu le disais. Mais donc, voilà, la mise en place a été laborieuse. Maintenant, si on devait faire cette adaptation qui, comme la ministre le dit, n'est pas un énorme changement, mais juste peut-être un peu plus de flexibilité pour trouver cette semaine commune, je pense que la mise en place serait peut-être moins compliquée et ce n'est pas un réel retour en arrière. Maintenant, moi, je me souviens aussi de toutes les difficultés qu'on a eues et qu'on rencontre encore aujourd'hui, et plus particulièrement à Bruxelles. Alors, j'entends, comme vous le dites, que globalement, les retours sont positifs, et j'entends aussi beaucoup de retours positifs, mais à Bruxelles, en particulier dans une région bilingue où beaucoup de familles francophones ont leurs enfants dans l'enseignement néerlandophone, où, par exemple, dans ma commune, je me suis battue pour avoir la première école en immersion, où on s'est battu pour trouver des enseignants qui viennent apprendre le néerlandais à nos enfants, mais qui ont leurs propres enfants dans un autre système. Tout ça est très, très compliqué. Et donc, je comprends toutes ces familles qui veulent aussi chercher un point de convergence. Et comme tu le dis également, ils sont aussi en demande d'avoir des stages durant les congés. Patrick Lénard, sur cette semaine commune, ce serait possible? Ça ressemblerait à quoi? Donc il faut repréciser les choses. D'abord, un gouvernement il travaille sur une feuille de route qu'il appelle la déclaration de politique communautaire. Je l'ai sous les yeux. Concernant les rythmes scolaires annuels, le gouvernement souhaite travailler avec la communauté flamande et germanophone à l'harmonisation de leurs réformes. Il n'est rien dit de plus sur la question des rythmes. Ça veut dire que des contacts ont été pris et que du côté néerlandophone, semble-t-il, pour le moment, c'est une fin de non-recevoir. Le gouvernement n'avait pas dans l'intention de modifier les rythmes. C'est d'établir un contact pour voir comment on pouvait réaliser quelque chose de commun. 2, un travail de projection a été fait. Dans le cadre du comité du pacte, Véronique et moi avons eu l'occasion de voir ce que ça donnait sur 10 années. Ce qu'on constate, c'est qu'en l'état actuel des choses, si on ne change pas le décret, sur 10 ans, il y a au moins 5 années pour lesquelles il pourrait y avoir une semaine commune. Les 5 autres années où ça n'est pas possible, c'est là que ça pose un vrai problème parce qu'il y a des années où ça dénature complètement le système. Il y a une année, peut-être que toi, Véronique, tu t'en souviens, mais il y a une année où on aurait 2 semaines de vacances, 4 semaines de cours, 2 semaines de vacances, 10 semaines de cours. Alors ça, vous comprendrez que ça n'est plus juste harmoniser les choses. Et donc, moi, je le dis peut-être sous forme de boutade, mais je dirais la communauté francophone fait la moitié du chemin, c'est-à-dire elle rend 5 années possibles, mais que nos collègues en fassent autant, et on pourra à ce moment donné là avancer. Donc, est-ce que pour trouver une semaine, il faut aller jusqu'à ce point? En tout cas, la position du CEGEC pour le moment, c'est non, parce que ça dénaturerait complètement et ce serait nier le travail des équipes pédagogiques, tout en reconnaissant bien évidemment qu'il y a des difficultés pour une série de personnes. Mais qui défend alors finalement ces parents qui n'ont commis aucun acte illégal quand on est à Bruxelles, une région bilingue, et qu'on inscrit son enfant dans une école néerlandophone, qui
excusez-moi, hein, mais les parents veulent peut-être juste que leur enfant apprenne peut-être mieux le néerlandais qu'ils ne l'apprendraient dans l'enseignement francophone. Hein. Pas la réputation d'être hyper top sur l'apprentissage des langues. Alors Véronique de Thiers, qui défend ces parents qui se sentent finalement pas entendus là, en disant mais nous comment on va faire? C'est un vrai problème quand on a des enfants dans deux réseaux différents. Alors c'est vrai que c'est un vrai problème, on ne peut pas nier que ce problème existe, mais j'ai envie de revenir aussi au fondement. On a un enseignement qui est communautarisé et donc on peut revenir, hein, je veux dire, on fait une réforme de l'État, on revoit les choses, mais là on a un enseignement qui est communautarisé et donc la responsabilité de la communauté française et la décision qui a été prise par la communauté française, c'est de réformer les rythmes pour favoriser le bien-être des élèves. Nous, ce qu'on dit, en tout cas du côté des acteurs francophones, c'est de dire notre réforme, elle est bonne, elle est fondamentalement importante. Il faut que du côté néerlandophone, ça bouge. Alors, les parents de ce côté-là se font entendre, hein, rassurez-vous, ils se font entendre. J'ai envie quand même de relativiser. Sur l'échelle de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça représente 5% des parents. Et sur l'échelle de Bruxelles... Des milliers de jeunes. Et sur l'échelle de Bruxelles... On ne dirait pas dans un autre dossier des milliers de gens, tant pis pour eux. 98%, je veux dire, à un moment, c'est quand on fait des réformes et quand on fait une réforme politique, on l'a fait pour le collectif. Et le collectif, c'est l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif de tous ces jeunes, c'est d'avoir une scolarité qui est un parcours qui est plus fluide et qui prenne en compte l'intérêt de l'élève. Je trouve que c'est hyper important, et de le redire, l'intérêt de l'élève a été fondamental dans cette réforme. Soline Peniem, vous entendez quand même, comme représentante du CEF, que c'est fait dans l'intérêt de l'élève, ou vous maintenez l'idée que ça ne correspond pas au retour que vous avez à votre vécu? Alors, je vois bien que c'est au final que c'est dans l'intérêt des élèves, mais je ne me souviens pas du moment où on a demandé l'avis aux élèves, déjà premièrement. Et puis deuxièmement, ça va soulever un autre problème, c'est que d'accord, peut-être qu'au niveau du rythme, de façon basique, c'est bien, mais les 2 semaines ne sont pas adaptées parce qu'il n'y a pas assez d'extrascolaires. Et puis après, il y a la surcharge de travail parce qu'on casse les rythmes. Alors, on va revenir à ce qui se passe après. Je pose une dernière question. Ce seront toujours les mêmes dates de congé? C'est comme ça, c'est dans la loi entre la région bruxelloise et la région wallonne? C'est pas possible d'adapter l'un ou l'autre? C'est peut-être une question que les gens se posent en nous regardant. Est-ce que Patrick Leenaerts, techniquement, c'est faisable à Bruxelles ou pas? Nguyen a l'air de... presque y réfléchir, mais... Mais non, c'est une matière communautaire, donc elle dépend de décrets et ce sera toujours les mêmes dates. Communautaires, donc a priori, moi, je ne vois pas quelque chose. Et puis, on va mettre le doigt dans quelque chose. Hein. Je veux dire, allons-y alors. Hein. Il faut régionaliser l'enseignement. Croyez-moi, ça va poser bien d'autres problèmes pour bien d'autres personnes à une échelle bien plus importante. Donc, moi, je pense que le débat, il est pas là pour le moment. Dans les règles, il y a aussi l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'interrogation, d'évaluation certificative, notamment dans la foulée d'une semaine ou de 2 semaines maintenant de vacances. Je retourne chez notre représentante des élèves. Est-ce que c'est appliqué dans votre école, dans les autres écoles? Est-ce que ça marche bien? Voilà. Est-ce que c'est appliqué par les écoles et les enseignants? Absolument pas. Les profs ne respectent absolument pas cette interdiction. J'ai l'impression qu'encore il y a 5 ans, quand j'ai commencé mes secondaires, ils la respectaient, mais maintenant, ils n'en ont rien à faire. Ils essaient de jouer sur les mots, de dire que c'est à notre avantage si on accepte d'être évalué la première semaine pour nous éviter une surcharge. Et au final, c'est n'importe quoi, donc le décret n'est pas clair, quoi. Même retour du côté des organisations de parents? Alors, je rejoins évidemment ce qui est dit ici, et c'est vraiment dommage, et je trouve que là, on doit aussi, on a pris une réforme pour le bien de l'élève et on ne veut pas considérer ces périodes comme des périodes de repos. Et donc, on leur colle des évaluations quand ils reviennent de congé. Moi, je voudrais savoir quel travailleur accepterait ce genre de choses. Donc là, je pense que c'est vraiment important. De travailler à son retour de congé? Normalement, c'est la règle pour tout le monde. Hein. Non, mais pas de travailler à son retour de congé, de préparer son dossier pendant ses congés et être prié d'être au taquet quand il rentre, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Patrick Leenaerts, c'est appliqué sur le terrain. Il y a quelque chose que des parents qui remarqueraient que leurs enfants ont des interros peuvent faire? Le dire à qui? À la direction? Au PO?
À Nguyen, s'ils habitent à Boisfort? Donc, bien sûr, nous, on n'a pas une mission en tant que FPO de contrôle sur nos écoles. Hein. On trace des lignes, on donne des recommandations. Donc, c'est un premier élément. Donc, un élève, un parent peut toujours se faire entendre. Et moi, je pense que le problème, il est toujours d'abord à régler en première ligne plutôt que d'essayer d'inventer. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fâcheuse habitude en communauté française, c'est que quand il y a quelques difficultés à un endroit, on fait des décrets pour tout le monde. Et donc, ici, il y avait l'intention. Quelle était l'intention? C'est de dire, si on crée des nouveaux rythmes pour favoriser les apprentissages, ce serait évidemment donc assez abscon de dire, au retour d'un congé pour se détendre, on devrait avoir des évaluations qu'on aurait dû longuement préparer. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, moi, je pense que le décret, il a été trop loin parce qu'il a appliqué une règle comme ça et que la réalité du terrain, vous n'allez pas me contredire, c'est qu'on a des cours dans le secondaire à 1 heure. On a parfois un prof qu'on voit tous les 15 jours. Et donc, parfois aussi, le prof, s'il ne peut pas faire une interro au retour d'un congé, ça va reposer les choses. Donc, il y a une question à repenser là-dedans. Et je pense qu'il y a une spécificité, il y a aussi pour certaines matières d'entretenir les apprentissages. Ça, je pense qu'on le voit notamment avec des publics en difficulté, qui au retour des congés ont plus de mal à s'y remettre. Mais c'est une chose de dire à un élève, eh bien, il y a un livre, par exemple, à lire, ou de lui dire, il y a un travail à rendre, un travail conséquent qui va mobiliser beaucoup de choses. Donc voilà, je dirais que c'est à nuancer, mettons plutôt des balises au travers des règlements généraux des études de chacune des écoles. Il y a 2 choses sur lesquelles je veux vous faire réagir. La première, c'est ce que Patrick Leenaerts a dit, ce sont ces règles un peu unilatérales, pas toujours faciles à appliquer sur le terrain. Vous le remarquez, vous, dans votre commune? Oui, non, expliquez-nous. Et puis, ce que nous disait mademoiselle, qu'effectivement, à un moment donné, 2 semaines, parfois on décroche, il y a un manque parfois d'offres, que ce soit d'activités de loisirs ou de soutien scolaire pour ceux qui seraient en difficulté. Là-dessus, qu'est-ce qui existe? Vous allez me dire à Boisfort tout ce qu'il faut, mais de manière générale, les Bruxellois qui nous regardent, que peuvent-ils espérer? Alors déjà, il faut peut-être clarifier la différence entre une évaluation qui est formative et une évaluation qui est sommative. Ce qui est prévu, c'est qu'on peut faire une évaluation qui est formative, donc c'est-à-dire qui va faire le suivi des progrès des enfants, notamment, comme vous l'avez dit, il faut quand même que les enfants en primaire puissent lire un petit peu tous les jours pendant 2 semaines, parce que sinon, ils reviennent à l'école et ils sont complètement perdus. Donc, ce n'est pas une erreur pour les parents de faire travailler leurs enfants pendant les vacances. Ça, c'est plutôt à encourager, vous diriez. Oui, mais à la différence de ce qui n'est pas prévu, c'est l'évaluation sommative, c'est-à-dire normalement une évaluation qui arrive en fin de cycle, à la fin d'un programme, et pour noter, entre guillemets. Alors que là, c'est plutôt pour s'assurer que l'apprentissage a bien été suivi. Maintenant, à Watermal-Boisfort, on a une réflexion transversale qui est très importante. Ce sont les inégalités scolaires. Et un des points qu'on a identifié comme très important, c'est les devoirs, c'est la notion de devoir. Et on fait très attention à ça, c'est quel est le sens du devoir et comment est-ce que ces devoirs creuse au final les inégalités scolaires. Et donc ça rejoint un peu ce que les enfants doivent faire durant leur congé. Est-ce qu'ils sont bien soutenus à la maison? Dans quel cadre est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont leur propre chambre pour étudier? Est-ce qu'ils ont accès à des outils? Ou est-ce qu'ils sont dans une famille bruyante avec 5-6 frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont bien accompagnés par leurs parents? Et donc donner trop de devoirs ou leur demander trop de travail, c'est aussi en quelque sorte creuser les inégalités scolaires. Véronique de Thiers, cette répartition du travail post-vacances et donc de la gestion pendant les vacances, ça reste encore un des gros enjeux en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose qu'on n'appréhende pas comme il le faut, pas suffisamment dans notre enseignement? En tout cas, depuis le début, quand on a adopté la réforme des rythmes scolaires, c'était une vraie question centrale et qu'on devait travailler aussi la question des évaluations, notamment. Et d'ailleurs, dans certaines écoles, ça s'est fait. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas généraliser et que donc, dans certaines écoles, on s'est tout à fait adapté et il n'y a pas d'évaluation après les congés et on est tout à fait dans le cadre de la réforme des rythmes. Mais oui, c'est un vrai sujet et c'est important parce que je trouve que c'est important ce qui vient d'être soulevé, c'est que les familles ne sont pas égales et que les difficultés peuvent être très grandes dans certaines familles. Donc le travail à domicile et par conséquent produit des inégalités. Donc à un moment, c'est comment est-ce qu'on fait à l'école pour faire ce travail à l'école et pas ailleurs. Alors on parle des rythmes scolaires, il y a évidemment la répartition entre les week-ends, les semaines, les vacances, les périodes de cours. Puis
Puis il y a une autre question qui revient et qui est testée de ci de là dans des écoles, notamment à Bruxelles, c'est de revoir la journée scolaire. Alors là, est-ce que dire aux ados, vous pourriez venir à l'école plus tard parce que vous êtes fatigué, parce que ça ne correspond pas à vos rythmes, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Et j'ai envie d'entendre l'élève là-dessus. Elle sort la sulfateuse à chaque fois qu'elle a la parole, mais je voudrais aussi entendre l'ancien prof, parce que est-ce qu'avoir cours à 8h30 du matin, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est chouchouter les gamins que de leur dire non, finalement on va commencer un peu plus tard, en sachant que si on commence plus tard, on risque de terminer l'école plus tard aussi, et ça aura aussi un impact. Madame Peniem. Alors moi personnellement, je trouve que je suis beaucoup plus productive à l'école les jours où je commence à 9h qu'à 8h15. Donc ça, c'est en fait, et je le remarque pour tous mes camarades de classe. Alors je dis pas qu'on a besoin de faire commencer les élèves tous les jours à 10h, mais même décaler par exemple de 30 minutes le début des cours, ça pourrait changer totalement la donne. C'est quelque chose qui a exploré, il y a quelque chose qui est prévu là-dessus dans la déclaration de politique communautaire, Patrick Leenaerts? Donc effectivement, la déclaration de politique communautaire, elle dit que le gouvernement entend approfondir les conditions de faisabilité de la réforme afin d'adapter au rythme chronobiologique des élèves. Donc la DPC dit quelque chose... Mais ça change vraiment quelque chose, une demi-heure, une heure de sommeil le matin? Mais ça va dépendre, je veux dire, ça va dépendre des personnes. De nouveau, c'est toute la difficulté de l'enseignement, c'est qu'il faut une réponse collective, d'un service public ou au public, la meilleure possible pour tous. Et donc, moi, je pense que c'est des questions de faisabilité et aussi l'enseignement, enfin, on dit l'enseignement, mais non, mais déjà, la question au fondamental, elle est différente du secondaire. Elle est très différente aussi au 3e degré, en réto. En réto, on peut effectivement imaginer qu'à un moment donné, dans la perspective d'études supérieures, on rende une autonomie aux élèves. C'est à réfléchir. Mais je suis heureux de lire la faisabilité, parce que l'école, elle ne peut pas tout non plus, à un moment donné. Et vous savez, chacun parle de là où il est, mais il y a des questions de transport scolaire qui vont se poser à un certain moment donné. C'est comme les rythmes scolaires. Hein, on entend les flamands, mais l'enseignement supérieur, il réfléchit. Tout le secteur associatif s'est adapté. Donc, prudence. Moi. Je retourne justement vers l'association de parents, l'enseignement officiel. C'est une bonne idée ou c'est quelque chose qu'on doit d'urgence appliquer au moins en test, ou bien c'est encore une fois une expérience qui posera autant de problèmes qu'elle n'apporterait de solution pour la FAPO? En tout cas, la réforme des rythmes journaliers, elle est très très compliquée et elle se heurte vraiment à une levée de bouclier. Hein. Je pense que c'est compliqué. Mais quels sont les problèmes concrets que ça poserait? Alors les problèmes, ce sont des problèmes concrets et qui, par exemple, on parle des enfants qui sont plus défavorisés, mais il y a d'autres familles qui ne verraient pas d'un bon œil qu'on les prive d'aller chercher leurs enfants à l'école pour les emmener dans des activités extrascolaires ou les accompagner pour leurs devoirs. Et je pense que c'est alors, la réforme des rythmes annuels, ça a déjà été un peu compliqué. Mais alors, si on s'attaque à la réforme des rythmes journaliers, ça va être extrêmement compliqué parce que je pense qu'effectivement, la même réponse ne peut pas être apportée dans le fondamental que dans le secondaire. Le risque, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants qui vont être déposés quand même à 8h du matin et qui feront 1 heure de garderie avant leur premier cours? Oui, voilà, parce que la journée, de toute façon, c'est la journée de vie à l'école qui sera plus longue alors pour les enfants. Alors, il nous reste 2 minutes et vous allez chacun en 30 secondes réavoir la parole et vous devrez me donner dans votre champ de compétences pour ce qui reste de la législature, quand même un peu plus de 4 ans, une réforme que vous attendez, sur laquelle vous voulez travailler ou voir d'autres travailler. Jingle. Soline Peniem, sur quoi vous voudriez que la ministre Glatini travaille en matière de rythme pour les élèves? Ce ne sera plus pour vous, vous serez en juin, vous avez fini avec l'école, mais pour les autres? Au fond, je pense que ce n'est pas tellement sur quoi elle décide de travailler, mais plus de consulter les élèves, parce qu'au final, c'est eux que ça va le plus impacter. Donc, s'il vous plaît, consultez les élèves avant d'agir. Nguyen, est-ce qu'à Watermal-Boisfort, vous avez une réforme que vous voulez mettre en œuvre qui touche au rythme scolaire pour les écoles que vous avez? Pour avancer sur ce dossier-là, moi j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin vers la piste du dialogue avec les autres communautés. Je pense qu'il y a moyen de trouver des points de convergence. À Bruxelles, mais même dans toute la Belgique, apprendre la 2e langue nationale, être bilingue, je pense que c'est fondamental parce qu'apprendre une langue, c'est comme un diplôme. Véronique Dethière, pour la FAPO, qu'est-ce que les parents de l'enseignement officiel ont envie de voir réformer en matière de rythme dans les 4 ans à venir? On ne veut rien voir réformé du tout. Je pense que la situation actuelle est tout à fait favorable. Et si on devait travailler, par contre, sur les rythmes journaliers, effectivement, le faire
de manière très prudente et surtout avec en point de mire le bien-être des élèves. Et Patrick Leenaerts, une demande pour le CEGEC en matière de réforme. Il y a quelque chose que vous allez suivre particulièrement? Vous avez l'air d'avoir l'œil rivé sur la déclaration de politique. Vous attendez quoi? Il y a une urgence pour l'école, c'est la clarification en ce qui concerne le tronc commun. Le tronc commun, c'est demain. C'est demain, le tronc commun. Donc, encore une année scolaire et on y est. Et là, l'école, elle a besoin de sérénité, elle a besoin de réponses et elle a surtout pour le moment pas besoin qu'on vienne, je dirais, parasiter un enjeu aussi énorme par d'autres réformes. Établissons une feuille de route sur toute la législature et il y a des questions qui ne sont pas urgentes, qu'on peut reporter, mais celle-là, elle est essentielle et celle-là, elle concerne tous les acteurs de l'enseignement. Elle concerne les parents, les élèves, les enseignants, les directions et les PO. Et vous craignez que la ministre, finalement, ait des espèces de pare-feu, des débats qui pourraient bloquer celui-là qui vous paraît plus urgent, plus important? Je ne crois pas et je pense que l'intérêt collectif va primer. En tout cas, je pense que de ce côté-là, de manière conjointe, on ira dans un sens pour trouver une solution. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau versus, nouveau thème et de nouveau beaucoup de questions. Merci.